La police a interpellé 26 membres présumés de la DZ Mafia. La DZ Mafia. La DZ Il n'y a que 3000 milliardaires dans le monde. Bah ouais, milliards, c'est énorme. D'être derrière 2 homicides qui ont récemment impliqué des adolescents à Marseille. Et ces trafiquants de drogue, ils saluent, vous allez le voir. Dans la vidéo, elle a l'air masterclass. De tueurs à gages au profil très. Je vais pisser, j'arrive. Ils n'hésitent pas à faire appel à des adolescents. La découverte de cet adolescent, Allez, prenez à boire et à manger, allez, asseyez-vous. juvénile, est un véritable choc pour les enquêteurs. Je vais enchaîner les contrats, frérot, je vais redescendre. Je vais remonter à Paname. Ça va tout baiser, ça. Sur la vie de ma mère, tu vas te jurer, mon sang. Sur la vie de ma mère, tu vas péter un plan. Dimanche 12 mars 2023, Aix-en-Provence. Il est 23h30 et Ryan est assis sur un muret près de la route. Il semble attendre quelqu'un. Ryan a 23 ans, il est dealer de drogue dans les cités marseillaises. Il vient de sortir de chez sa mère. Il doit récupérer quelque chose à la Busserine dans le 14e arrondissement de Marseille. Un de ses contacts lui a envoyé des gars. Une voiture va bientôt venir le chercher. 23h49. Par SMS, Ryan dit à son père qu'il va essayer de passer le voir plus tard dans la nuit. Ryan, c'est un jeune qui traîne dans le trafic de drogue depuis un moment. Il a essayé de rentrer dans le droit chemin en travaillant dans une entreprise en contrat d'apprentissage, mais l'appel de l'argent facile a pris le dessus. Il est connu des services de police pour avoir vendu du hashish et a déjà fait un bon séjour en prison. Mais cette incarcération ne l'a pas arrêté. Ses parents tentent comme ils le peuvent de l'empêcher de s'enfoncer encore plus dans ce milieu. Elle a l'air dingue la vidéo là. Rien n'y fait. Bon allez, on met le fond vert. 23h51. Allez, t'arrêtes. Ryan voit arriver une Clio 4 gris foncé qui lui fait des appels de phare. Il monte à l'arrière du côté passager. Le siège avant est trop reculé, ce qui le contraint à se faufiler sur l'autre place arrière derrière le conducteur. La voiture démarre en direction de Marseille. À l'avant, 2 jeunes hommes de 18 ans. Ryan ne les connaît pas, mais il a l'habitude. Les 3 hommes commencent à discuter tranquillement. L'atmosphère se détend. Ryan en profite pour s'allumer un joint. Après 10 minutes de trajet, la voiture s'engage sur l'autoroute. Puis tout à coup, un bruit métallique. Ryan regarde à l'avant. L'homme sur le siège passager pointe un pistolet semi-automatique sur lui, le doigt déjà appuyé sur la gâchette. Directement. On essaie de le tuer. Ryan panique et sort son téléphone pour appeler son contact. Le passager avant, visiblement agacé car son pistolet s'est enrayé, recharge son arme et appuie à nouveau sur la gâchette. Le pistolet s'enraye encore. Wesh. Alors que le chaos s'installe dans la voiture, derrière le volant, le conducteur tente de rester calme. Le passager avant recharge son pistolet une fois de plus, mais l'arme s'enraye à nouveau. Ah ouais. Ryan, totalement affolé, réussit enfin à avoir son contact au téléphone. Oh, ça essaye de me fumer. C'est quoi le délire? Son contact lui dit de passer son téléphone à l'avant. Tout en rechargeant, le passager avant récupère le téléphone. Ouais, c'est juste... Y a l'arme qui s'est enrayée, là. Ryan lui arrache le téléphone des mains, espérant s'expliquer avec l'homme à l'autre bout du fil. Le passager vise une dernière fois le jeune homme. Une balle sort du canon du Colt 47, traverse le téléphone et vient se loger dans le crâne de Ryan, qui s'effondre sur la banquette arrière. Le conducteur... Après, zéro instinct de survie, dans tous les cas, tu veux qu'il fasse quoi? Il est à l'arrière d'une voiture, dans tous les cas, et il va mourir. Hein. Désarçonné par le chaos de la situation, manque de faire une sortie de route. Le passager lui ordonne de continuer de rouler et vide son chargeur sur le corps sans vie de Ryan. Il sort un bidon de White Spirit qu'il gardait entre ses jambes et le vide sur le cadavre encore frais qui gît à l'arrière. Une flaque de sang et d'essence commence à recouvrir la moquette. 30 minutes s'écoulent dans le silence avant que la voiture n'arrive à Marseille. Minuit 30. Oh, j'aurais bien aimé vous voir dans cette situation, moi je sais pas, j'aurais pu faire quoi. Ils sortent de la voiture, aspergent maintenant les sièges avant, puis ils mettent le feu au véhicule, le cadavre de Ryan toujours à l'intérieur. Ils sortent un téléphone et filment le barbecue. Dans le c'est ça le barbecue. C'est comme ça qu'on appelle le fait d'incendier, vivant ou mort, un rival d'un clan adverse. La vidéo ainsi enregistrée sera diffusée sur le compte. Du coup, faites attention quand vous utilisez l'expression ce week-end on fait un barbecue. Parce que ça n'a pas la même valeur à Marseille que dans les autres régions de France. Snapchat jamais. Meurtrier. Dedans, on y voit un plan avec le corps sans vie de Ryan. Voilà, le barbecue de Ravus, c'est rien à voir. Écrit en surtitre rouge, on peut lire: Voici la dernière étape pour tous les suceurs qui voudront essayer d'attaquer le pain de la DZ Mafia. Non mais les voix off, plan sur le visage. Les voix off c'est pour me tuer par contre. Les suceurs qui voudront essayer d'attaquer le pain de la DZ Mafia. Puis un deuxième plan sur le visage ensanglanté de la victime, avant que la caméra ne s'éloigne pour cadrer le brasier qui consume la voiture,
et le cadavre de Ryan. DZ jusqu'à la mort. Merci Enzo pour le On entend resub. dans l'extrait de musique qui est ajouté à la vidéo, tiré du morceau Freestyle Tiger 2 du rappeur Lacrim. La Effrayant. DZ Mafia, c'est le nom d'un des deux plus gros groupes de narcotrafiquants Putain, il a pas fait un son sur un son qui s'appelle DZ Mafia, Sofiane, dans son premier album. de la région Ça a été bien cet marseillaise. album. Selon les informations récoltées par la police dans l'année qui précédait cet assassinat, Ryan travaillait pour Ah le ouais, il clan était bien Yoda, cet album, je l'ai le plus réécouté il y a grand pas ennemi longtemps. de la DZ Mafia. Le meurtre du jeune homme aurait justement été commandité le jour même depuis une prison française par un détenu surnommé La Brute, un haut gradé de la DZ Mafia. La mise à mort de Ryan n'est qu'un meurtre de plus, qui s'inscrit dans une série d'expéditions punitives entre les deux clans marseillais. Une guerre de vendetta qui aurait fait près de 50 morts et 110 blessés au cours de l'année 2023. Un enchaînement de C'est lui narcocides perpétrés la plupart du temps par de très jeunes hommes, parfois même par des adolescents. C'est lui. Des règlements de compte mis à jour pour l'ère des réseaux, où les exécutions peuvent être commandées par message sur Telegram ou WhatsApp et exécutées dans l'heure, où les criminels mettent en scène leurs exactions sordides dans une guerre d'influence qui passe bien souvent par Snapchat ou d'autres réseaux sociaux. Une question se Oh, elle a pose l'air dingue alors. la vidéo là. Comment en est-on arrivé là? Comment cette guerre de narcotrafiquants s'est-elle immiscée à Marseille? Comment ce conflit a-t-il débuté? Et qui en sont les responsables? Une très grande partie de cette histoire se déroule dans le quartier de La Paternelle. La Paternelle, c'est un quartier construit dans les années 50 à Marseille. À l'époque, elle servait de cité de transit, destinée à accueillir les populations d'immigrés pendant la décolonisation. On y fait construire de grands immeubles de béton où s'entassent les habitants par familles entières, dans des appartements de 30 mètres carrés seulement. 30 ans plus tard, au début des années 80, le président de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, passe à La Paternelle et s'indigne des conditions de vie de ses habitants. Il ordonne alors la reconstruction du quartier. Les blocs de béton laissent place à des infrastructures de meilleure qualité. Les immeubles sont colorés, les appartements sont plus grands, les arbres sont plantés. La Paternelle semble devenir un quartier chic. Mais suite à tous ces efforts déployés, le quartier est laissé à l'abandon. Le chômage et la pauvreté continuent de monter, les services publics sont délaissés, les conditions de vie des habitants ne font donc que s'aggraver. Si bien qu'en 2010, le trafic de drogue a déjà réussi à bien s'implanter à La Paternelle. Mais c'est en 2016 que ce narcotrafic prend une toute autre dimension. À la Lorsqu'est Paternelle, vraiment. construite, à quelques centaines de mètres du quartier, la sortie L2 qui permet de raccorder l'autoroute A7 à l'autoroute A51. Ce nœud autoroutier aux portes de la Merci, cité Ghost, merci, mon facilite frérot. alors considérablement les trafics de stupéfiants. Le chiffre d'affaires de ce business y explose, parfois pour atteindre des sommes de plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour. En fait, on se rend pas compte de l'argent La qui Paternelle circule là-bas là. s'impose comme une plaque tournante du trafic de drogue marseillais. Plaque tournante où se sont installés 4 points de deal sur un espace de seulement 500 mètres. C'est pour ça de qu'en fait, même les keufs ils sont corrompus parce qu'ils doivent toucher de l'argent, il y a trop Les d'oseille. deux points de deal les plus importants sont contrôlés en haut par le groupe Maga, ou magasin, car le point de deal est situé à côté d'une épicerie, et en bas par le groupe Yoda, en référence à un graffiti qui représente le maître Jedi de la saga Star Wars, sur un mur à l'entrée du point de deal. Dans cette cohabitation, Parce qu'ils font les vraiment quatre 6 équipes milliards qui à l'année, s'occupent c'est des une 4 dinguerie. points de deal restent en bonne entente. Putain, elle est bien Entre faite la vidéo. 2017 et 2018, et après des mois de travail de filature, les autorités réussissent à démanteler la quasi-totalité du réseau du clan Maga. La place vide laissée par la disparition du groupe entraîne des conflits entre plusieurs clans pour reprendre le point de deal. Au final, c'est Karim Hara, alias Rantanplan, un des hauts lieutenants du clan de Bassins, une cité voisine, qui Rantanplan. réussit à s'imposer et prendre le contrôle du plan du haut. Même si l'implantation de Bassins crée des dissensions entre les clans, Rantanplan et son groupe réussissent à conserver ce point de deal. Au cours des années qui suivent, et malgré le confinement de l'année 2020, les points de vente de stupéfiants de la Paternelle gagnent toujours plus en Rantanplan popularité. dans Lucky Luke. En 2021, Allez. on entendra même une référence au point de deal du bas dans le morceau Guadalajara de Jul, où il dit « Je fume la frappe à Yoda ». Après une série de guerres internes dans le clan de Bassins, un nouveau caïd prend le Tu contrôle veux du pas, plan du il est Et dingue son ce son. arrivée, au printemps 2022, il décide d'attaquer et de faire disparaître les deux plans du milieu contrôlés par le clan Oh non, non, mais la vidéo elle est incroyablement montée par contre là. des Blacks. C'est le début d'une guerre entre les deux principaux clans de la Paternelle, Arrêtez, Bassins et Yoda. arrêtez de me faire rire, j'ai pas le droit de rire, je vais finir dans une cave, il a raison. Au cours de l'année 2022, les conflits s'enveniment. Des groupes alliés aux deux clans déclenchent des fusillades dans les cités voisines. Même si les événements ne touchent pas directement nos deux groupes, la tension monte jusqu'à atteindre un point de non-retour. Merci la poutre. Le pour 1er resub. janvier 2023, à 1h25, les tirs de Kalachnikov retentissent dans la Kalash. cité. Le clan de Bassins visait un individu suspect qui semblait vouloir racheter un point de deal. Dans les semaines qui suivent, les guetteurs du clan Yoda arrêtent de prévenir le reste de la cité de l'arrivée de la police, ce qui facilite les arrestations dans le plan du haut.
Les tensions entre les deux clans n'ont jamais été aussi fortes. Si bien que dans la journée du 5 février, 2 fusillades éclatent à 2 heures d'intervalle entre Yoda et Bassins. C'est la première fois que les deux groupes s'attaquent frontalement. Pendant ce temps-là, à un peu moins de 10 000 km de Marseille, un événement capital pour la suite de ce conflit est sur le point de se dérouler. Putain, c'est ça que vous parliez dans le chat tout à l'heure, je connais Nous pas sommes moi. en Thaïlande, et plus précisément au sud du pays, La drogue, l'alcool, bah pute. à Phuket. Le 9 février au soir, Merci au regard dans pour le chalet resub. du quartier nocturne de la cité balnéaire, on peut entendre un rythme sourd s'échapper d'une discothèque. T'es pas De chez l'autre côté toi de la ici. porte d'entrée, la boîte de nuit vibre au son Wouh des basses. Des spots de lumière balaient machinalement le dance floor. Allez. De géantes LED Allez. stroboscopiques éclairent la scène en alternance. Il a Des fait un effluves hit and mêlant run. d'alcool et de transpiration. La musique assourdissante qui sort des enceintes laisse à peine les clients se faire entendre, alors qu'ils évoluent maladroitement dans la Charmant, je la ramène chez moi. de la pièce. Et parmi tous les touristes qui peuplent la boîte de nuit, on retrouve dans un autre coin de la discothèque 2 Français qui discutent au niveau du bar. D'un côté, Félix Bengui, dit le chat. De l'autre, Abdelatif Mehdi Laribi, alias Tic. Les 2 personnages qui viennent d'engager la conversation semblent bien se connaître et être en bonne entente. Mais alors que la soirée progresse, une dispute démarre entre les 2 hommes. Le ton monte, les insultes commencent à fuser. Cette embrouille s'envenime jusqu'au moment où Félix Bengui, baignant dans l'ivresse et l'arrogance, jette un glaçon sur la tête de Mehdi Laribi. Beaucoup Grave erreur. s'accordent à dire que cet unique événement, se déroulant à des milliers de kilomètres de Marseille, ce jet de glaçon est l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, faisant ainsi exploser les tensions entre les 2 grands clans de la cité phocéenne. Pourquoi ? Eh bien, il se trouve que Félix Bengui et Mehdi Laribi n'étaient autres que les 2 chefs respectifs du clan Yoda et du clan des Bassins. Ah ouais, l'effet papillon de fou. On ne sait pas vraiment comment ces 2 magnats du narcotrafic marseillais se sont retrouvés au même moment à l'autre bout du monde. Merci Reed Guy à la pour le même boîte resub. de nuit. Certains pensent que les 2 hommes s'étaient donné rendez-vous pour apaiser les tensions entre leurs 2 clans. D'autres affirment qu'ils se sont rencontrés par pure coïncidence. C'est sûr, En c'est vacances par à hasard. la même période, dans la même ville de Thaïlande, et le même soir, dans la même discothèque. Ouais. Ça pour une coïncidence. Jeffrey, pas sûr qu'il faut que tu me Et remettes quant des à glaçons. savoir la raison des dissensions entre 2, là aussi les témoignages et points de vue divergent. On entend ici qu'ils se seraient disputés pour le partage des points de deal de la paternelle. Un chauffeur au service du clan de Bassins raconte qu'ils se seraient embrouillés au sujet d'une femme qu'ils avaient tous les 2 dans le viseur. Mais si la raison de cette dispute est floue, une chose est sûre, cet acte d'irrespect sera une excuse toute trouvée pour Abdelatif Laribi de lancer les hostilités une bonne fois pour toutes et pour enfin prendre le contrôle total de la paternelle. Elle est bien travaillée celle-là déjà. Le lendemain même de cette altercation en Thaïlande, un membre C'est de mal le Bassins montage. est pris pour cible sur un point de deal. Puis c'est le tour d'un homme de Yoda qui se fait tirer dessus dans une cité voisine. Ah ouais, après ça s'arrête C'est le jamais. début d'une véritable guerre de vendetta entre Yoda et Bassins. Ça s'arrête C'est jamais. c'est d'ailleurs à mort. cette époque-là que le clan de Bassins décide de changer son image de marque. Au début de l'année 2023, le clan commencera à se faire appeler la DZ Mafia. Allez, on engage le monteur, allez. DZ, c'est en référence à l'Algérie, prononcé Jazaïr en arabe, et pays d'origine d'une bonne partie des cadres du clan. Très vite, la DZ Mafia et Yoda deviennent plus que des groupes de narcotrafiquants. Ce sont maintenant des marques, et même carrément des revendications à la paternelle et dans les quartiers alentours. Et la guerre d'intimidation qui se déroule dans la rue se poursuit aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Snapchat, où certains internautes prônent leur affiliation au groupe, que ce soit directement en vidéo ou dans les commentaires. Et en février 2023, alors que cette guerre de communication s'enclenche, les fusillades continuent de s'intensifier, touchant même les quartiers voisins dans les semaines qui suivent. 17 mars, quartier de la Morlette, juste à l'ouest de la Paternelle. Farid de la Morlette, effrayant. À côté d'un barbecue artisanal signalant la présence d'un point de deal, quelques chaises en bois sont posées pour laisser les dealers s'asseoir en attendant la venue des clients. Les lampadaires éclairent les rues qui bordent la place. Quelques habitants du quartier rentrent de leur journée de travail, des voitures descendent tout doucement le boulevard adjacent. Il est 19h45 et Mamadou se prépare pour une transaction de cannabis sur une place du quartier. Mamadou, c'est un jeune de 21 ans, originaire de Guinée. Arrivé seul en France alors qu'il a 15 ans, Mamadou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance de Marseille. Il commence à suivre des études dans un lycée professionnel, mais il finit par abandonner. Dans les dernières années, Mamadou a perdu ses parents et son frère en Guinée. Merci Et il se Valentin. retrouve là, en France. Elle est dingue loin la de vidéo. tout ce qu'il a connu dans sa vie, en perte totale de repères familiaux et culturels, alors qu'il est encore mineur. Mamadou finit par sombrer dans une dépression sévère, qui le poussera à essayer de mettre fin à ses jours. Par la suite, il sera hospitalisé à plusieurs reprises aux urgences psychiatriques de la Timone. Mamadou poursuivit difficilement sa vie dans la mendicité,
se perdant chaque jour un peu plus dans une addiction à l'alcool et au cannabis. Et cette existence bien morose l'amènera au final à se retrouver là, le 17 mars 2023, sur un point de deal de la Morlette. Alors qu'il vient d'effectuer sa transaction, une silhouette commence à traverser la place en direction du point de vente. Un homme vêtu de noir, engoncé dans une doudoune qui cache une bonne partie de son corps et une cagoule de ski sur la tête qui cache presque l'entièreté de son visage. Merci la zone. Avec une démarche assez peu naturelle, il se rapproche encore, le regard fixé sur Mamadou. 20 mètres séparent les deux hommes quand Mamadou se rend compte de la présence de l'individu cagoulé. C'est qui celui-là? Mamadou le regarde, puis il commence à s'inquiéter. Clairement, il y a quelque chose de bizarre là. Tout en maintenant cet échange de regards, l'homme en noir continue d'approcher. Quand tout à coup, il ouvre sa doudoune pour dévoiler une Kalachnikov. C'est la panique dans la tête de Mamadou. À la vue du fusil d'assaut, il entame une course déchaînée pour fuir l'homme armé. Une première rafale de tir pleut en direction de Mamadou. Les caméras de surveillance municipales qui ont observé la suite de la scène le montrent s'enfuir de la cité de la Morlette et essayer de se réfugier dans les commerces alentours, le tueur à ses trousses. La course-poursuite s'engage sur le boulevard Simon-Bolivar. Mamadou slalome entre les voitures en circulation. L'homme cagoulé, toujours derrière lui, reste sur ses talons, le fusil en avant. À intervalles réguliers, il tire des rafales de Kalachnikov en direction de sa cible. Effrayant la scène. Des cris de terreur envahissent la rue. Les passants totalement paniqués fuient la fusillade. Les automobilistes prient pour qu'aucune balle perdue ne les atteigne dans leur voiture. Mamadou, lui, essaie toujours de se cacher quelque part. Il voit une pharmacie allumée. C'est sa chance. Il court vers la porte d'entrée, mais malheureusement la porte est fermée. Il continue alors sa fuite, mais dans la panique, il trébuche sur le trottoir. Le tueur finit par le rattraper. Putain. Il s'arrête en face de Mamadou à quelques mètres de lui. Le visage défiguré par la peur, Mamadou lève les bras en l'air en signe de reddition. Bouge pas, je viens juste récupérer le charbon. T'inquiète pas, je vais rien te faire. Bouge pas. Mamadou lui obéit. Il reste immobile. L'homme cagoulé jette un chargeur de munitions par terre. Le temps semble s'éterniser alors qu'il peine à recharger son arme. Voyant que son heure est probablement arrivée, Mamadou ferme les yeux et commence à prier. Il entend un bruit métallique en face de lui. Son poursuivant est prêt à tirer. Quelques secondes passent, puis une balle sort du canon du fusil d'assaut et abat le jeune homme qui s'écroule sur le trottoir. Sur les vidéos des caméras de surveillance, on voit ensuite le tueur surplomber la victime et lui tirer une longue série de balles qui finiront leur course dans le torse et dans les membres de Mamadou. On le voit ensuite descendre sur la chaussée et braquer son arme sur une J'avais automobile. pensé à la vidéo quand il y avait les attentats là, à Charlie Hebdo. Quand le keuf il est par terre et il lui tire dessus. Bouge plus, ouvre la porte. Ah, c'est Il terrible. Hein. s'installe sur le siège passager. Démarre, avance ou je te tue. La conductrice s'exécute et continue de descendre le boulevard, le fusil d'assaut pointant vers elle. Après quelques minutes, le tueur descend de la voiture et s'enfonce dans la cité de la Morlette. On ne sait Merci pas ce qu'il K2, merci mon frérot. Il semble chercher quelque chose un peu au hasard dans les environs. Il aperçoit un homme encapuchonné qui sort d'un bâtiment et qui se met à courir. Le tueur croit voir une arme dans ses mains. Il l'arrête. Yo! L'homme se retourne et est tout de suite visé par une rafale de balles. L'homme s'écroule, le tueur s'approche et pointe à nouveau son arme sur lui. L'individu qui se tord de douleur par terre semble avoir la soixantaine. Ils vont expliquer, je sûrement un pense, père de Samy. famille du quartier. Oh là là. Visiblement déçu par le profil de sa victime, le tueur laisse le vieil homme en vie. Il range son arme sur lui, puis quitte la Morlette en direction du Castellas. Les autorités arrivent quelques minutes plus tard sur l'emplacement de la fusillade. Sans le savoir, une voiture de police croisera même le tueur fuyant tranquillement les lieux du crime, la cagoule dans la poche. Celui-ci en profitant même pour leur faire un petit signe de la main quand leurs regards se croiseront. Plus tard, on apprendra que le meurtre de Mamadou était en fait l'œuvre d'un assassin affilié à la DZ Mafia. Le point de deal de la Morlette était identifié comme faisant partie du clan Yoda. Le tueur est donc arrivé sur cette place dans l'objectif d'assassiner un des membres de Yoda. Il a observé ce qui semble être une transaction de stupéfiants, il a identifié Mamadou comme étant le dealer de ce point de vente et a réussi à l'abattre. Seulement, d'après la police, aucune preuve ne semble indiquer que Mamadou faisait partie d'un quelconque clan. Putain. D'après son éducatrice spécialisée, Mamadou était quelqu'un de tellement fragile psychologiquement qu'il n'était absolument pas en capacité de travailler sur un réseau. Est-ce qu'il avait juste eu le malheur de se retrouver au mauvais endroit au mauvais moment ? Il semblerait. En tout cas, c'est bien le cas pour la deuxième victime de cette soirée-là. Le vieil homme gravement blessé par le tueur s'appelle en fait Kamel et a 62 ans. Hospitalisé d'urgence, il frôle la mort mais s'en sort miraculeusement. Après être sorti du coma, il raconte que le soir où on lui a tiré dessus,
Il se pressait pour se rendre à la mosquée. Oh, pas L'objet Kamel. qu'il avait entre les mains n'était en fait pas une arme, mais un tapis de prière. Oh là là. Ça, c'est vraiment la définition meurtre d'être là au et mauvais tout son endroit, au mauvais déroulement moment. Sont une bonne illustration du chaos dans lequel s'inscrit cette guerre de clans qui démarre à la paternelle et qui s'installe peu à peu dans les autres quartiers nord de Marseille. Dans cette suite d'intimidation et de vendetta, les fusillades sont parfois organisées dans l'heure et peuvent même se dérouler dans des zones fréquentées, au milieu des civils. La situation devient donc de plus en plus intenable pour la police. Les assauts armés sont presque quotidiens et il est quasiment impossible de les prévoir. Dans cette escalade de violence, le conflit finit par déborder et commence à s'exporter, affectant ainsi d'autres quartiers plus tranquilles de Marseille. Après 3 mois de guerre, la nuit du 2 au 3 avril s'impose comme la nuit la plus meurtrière de tout ce conflit armé entre Yoda et la DZ Mafia. Dimanche 2 avril, cité du Castellas dans les quartiers nord. On est le soir en pleine période de Ramadan. Des dizaines d'habitants se retrouvent à l'extérieur pour profiter de la rupture du jeûne et des activités. Iftar. Il est 23h25. Une Clio entre dans la cité. Putain, ça va être Elle ça tout le remonte long, que des de trucs la comme ça, galerie c'est marchande, ouf. Puis s'arrête. Des hommes armés sortent de la voiture. C'est ouf de et dire tirent qu'il y a rafale ça en vers les France. commerces. Plus de 50 balles sont tirées. Les vitres des commerces explosent. La fusillade fait 3 blessés et 2 jeunes hommes sont tués. Putain, les images, c'est dingue Et qu'il quelques ait mis minutes les plus images tard, qu'il fait là. À peine 500 mètres plus loin, on entend une autre série de tirs dans un square de la cité. 2 autres jeunes sont grièvement blessés. Très peu de temps après, la voiture des assaillants est retrouvée incendiée 4 km plus loin, près du Cap Janet. Les pompiers et les services de police qui se rendent sur les lieux des 2 fusillades sont débordés. Très vite, l'enquête se lance pour retrouver les meurtriers. Et alors que la police s'entretient avec le parquet de Marseille, vers minuit 45, les autorités sont mises au courant d'une 3e fusillade qui vient d'avoir lieu et qui s'est déroulée cette fois dans le quartier de la Joliette, juste à côté du centre-ville de Marseille. Lorsque les autorités arrivent sur place, elles voient 2 corps ensanglantés qui gisent sur le sol. On entend des cris, des pleurs. Les visages traumatisés sont déformés par la terreur. Les habitants du quartier s'approchent paniqués pour s'assurer que les victimes ne sont pas des proches à eux. Toute cette nuit, pendant les fusillades, les Marseillais croient être victimes d'attentats terroristes. 20 minutes plus tôt, Caïs et Djibril, les 2 victimes de la Joliette, âgés de 15 et 16 ans, discutaient tranquillement en terrasse d'un snack avec un ami à eux, âgé lui de 14 ans. À minuit 40, une voiture s'arrête devant le snack. Un homme armé sort du véhicule et tire une série de coups de feu sur les 3 adolescents, puis remonte très vite en voiture pour fuir les lieux. Le jeune de 14 ans, blessé au bras, réussit à s'enfuir et se cacher dans un hall d'immeuble. Mais les 2 autres meurent dans les heures qui suivent, malgré les soins qui leur sont administrés. Dans le courant de la nuit, Putain, c'est la chaud. police judiciaire réussit à retrouver le véhicule utilisé 14 pour piges, cette tu te fais dernière tirer dessus. fusillade. La voiture avait déjà été repérée par la BRI, la Brigade de recherche et d'intervention. Elle faisait en fait partie de leur base de données et avait été mise sous surveillance en tant que véhicule de guerre. C'est comme ça que la BRI appelle les véhicules susceptibles d'être utilisés par des narcotrafiquants pour des transferts de drogue ou pour des règlements de compte. Il semblerait bien que les déplacements d'un de ces véhicules correspondent à ceux de la voiture utilisée pour la 3e fusillade. C'est une Peugeot 308 GTI noire. La voiture semble maintenant se trouver à Gardanne, une ville de 20 000 habitants à 25 km au nord de Marseille. Une opération commando est très rapidement montée par la BRI. Yo le P, je viens de me faire circoncire il y a 7 jours, t'as pas des conseils pour que ça cicatrise plus vite? C'est vraiment la psychiatrie là, tu vois pas qu'on est sur autre chose là? Tu vois pas qu'on est sur autre chose là? À 4 heures du matin, des dizaines de policiers retrouvent le véhicule dans un petit lotissement de Gardanne. Dans le plus grand des silences, ils s'infiltrent un à un dans le pavillon. De l'autre côté de la porte, ils vont devoir faire très attention. Je peux pas l'aider en Ils plus. auront sûrement affaire à un groupe de tueurs chevronnés, prêts à en découdre. Il faut absolument éviter les pertes. Un agent ouvre doucement Mets la ton porte zob dans d'entrée. du riz. Personne dans le hall, mais on entend des voix dans une autre pièce. Le son d'une musique traverse les murs. Plusieurs personnes discutent dans le salon. Des hommes, mais aussi des femmes. Les hommes de la BRI pénètrent discrètement dans l'enceinte de la maison, les armes levées. Les voix sont de plus en plus proches. Ils vont devoir faire ça vite. Un homme donne le signal. 3, 2, 1. C'est parti. Les policiers rentrent dans le salon. Elle est dingue la vidéo. Police! Les mains en l'air! Les agents tiennent en joue les habitants de la maison, pris totalement au dépourvu. Mais là, les hommes de la BRI sont sous le choc. Tous les suspects qu'ils tiennent en joue ne sont que des adolescents. Allez, sebez-vous, allez. Allez, sebez-vous s'il vous plaît. Allez, on fait le calendrier de l'avant en décembre, on stream une fois par soir. Et peut-être le matin des fois aussi. Allez.
Allez, plus de pub, s'il vous plaît, allez. C'est une fois par mois, allez, secouez-vous. Allez, là. Allez, on va pas mettre pause à chaque fois qu'il y a une pub, allez. C'est bon, allez. Oh, la vidéo, elle est incroyable. Les dessins et tout, c'est trop bien fait. Même, il explique bien. De toute façon, c'est pas une nocturne. Ouais, il est déjà 1h du matin. Putain, mais c'est ça le problème. En fait, je sais pas la capacité de streamer pas assez. Genre, j'aimerais bien streamer comme Rebeu d'Ether, réussir à streamer que 1h, mais c'est littéralement impossible. En fait, je parle trop. Je perds trop de temps. Allez. Je perds trop de temps, allez. Stream à 20h. Ouais, mais là, j'avoue, aujourd'hui, je me suis levé à... En plus, j'ai pas beaucoup dormi aujourd'hui, parce que je me suis endormi à 9h. Je crois que je me suis levé à 15h30. J'étais éteint, sa mère. Mais je me suis dit, je peux pas me rendormir jusqu'à 20h, sinon je peux rien faire. Du coup, je me suis levé à 15h30, j'ai été à la salle, après j'ai été manger et je suis là, ouais. Un groupe de jeunes en soirée. Allez. C'est pas possible, ils ont dû se tromper de maison. Merci, Yomat, allez. Pour Faut que ton stream soit écrit et construit. Ouais, mais s'il était écrit et construit, je serais pas en train de regarder la DZ Mafia. C'était pas prévu. Pas ça en tout cas. Allez, c'est le principe du stream. Merci Reda pour le recep. Ils prennent Allez. quand même le temps de fouiller un à un les adolescents. Et il y en a un Non, mais en fait, moi je pourrais stream tous les jours sans aucun problème. Mais si je sors pas un minimum dehors à tout petit peu, je vais devenir fou. Donc je suis obligé au moins de sortir de chez moi une fois par jour. Si je sors pas de chez moi, genre que je dors et que je me réveille pour stream, je vais devenir fou. sur lui des clés de voiture. Les clés de la voiture qui se trouve Allez. devant la maison. Voiture dont le signalement correspond à la 308 aperçue lors de la fusillade de la Joliette, plus tôt dans la soirée. Et dans cette voiture, le pistolet automatique avec lequel ont été assassinés Caïs et Djibril, les deux victimes de cette fusillade. Putain, ils ont été les fumer et ils ont été faire une soirée avec des meufs juste après. Donc, en toute logique, Tirage de Coupe il du Monde, c'est semblerait vendredi, bien on que sera là, l'adolescent ouais. qui vient d'être arrêté soit le coupable de ce double meurtre. Cet adolescent, c'est Matteo. 18 ans, 1m70, le visage recouvert par les boutons d'acné. La description de fou. Moi j'ai toujours dit au pire un jour si je finis dans un fait entrer l'accusé, j'aurais mon fait entrer l'accusé quand même. Mais là j'avoue le descriptif il donne pas envie de tuer quelqu'un. Théo. 18 ans, Boutonneux. 1m70, le visage recouvert par les boutons d'acné, les yeux hagards, les cheveux longs et une barbe mal taillée qui cache les contours de son visage. Parlez bien des gens de 1m70 aussi. Et des barbes mal taillées s'il vous plaît. Allez, t'arrêtes là. Arrêtez dans le chat, vous arrêtez là. Clairement, Matteo est très loin de l'image que l'on pourrait se faire du criminel de gang. Et pourtant, on apprendra plus tard que Matteo était la personne qui avait fait le plus grand nombre de victimes dans toute cette guerre de narcotrafic marseillaise. Il faisait que de fumer des gens, dingue. Dans les jours qui suivent, les enquêteurs Bah le montage il est dingue. Tu vois rien que la goutte de sang là je suis. au trafic Je suis épaté. marseillaise. Dans les jours qui suivent, les enquêteurs apprendront que Matteo est en fait un assassin à la solde de la DZ Mafia. D'après leurs renseignements, les deux hommes qui ont été tués au Castellas pendant la première fusillade de la soirée faisaient partie de la DZ Mafia. Matteo aurait alors reçu l'ordre d'un de ses contacts de la DZ Mafia de se rendre à la Joliette pour exécuter des représailles éclairs. Avec un complice au volant, il arrive devant un snack connu par les services de police comme étant un lieu de rassemblement des jeunes proches du clan Yoda. Il sort de la voiture et tire sans sommation sur les trois adolescents. Parmi eux, 2 sont rattachés à des groupes de narcotrafic. Mais le troisième, Caïs, semble n'être qu'une victime collatérale, n'ayant rien à voir dans cette histoire de vendetta. Après avoir tiré, Matteo remonte aussitôt dans le véhicule qui quitte immédiatement les lieux. Et 1 heure plus tard, Matteo est à Gardanne pour passer la soirée avec sa copine et des amis. Il est détendu, il est là pour passer un bon moment. Même en sachant ce qui vient d'arriver à la Joliette, on pourrait vraiment en venir à douter que c'était bien lui derrière le 9 mm qui a abattu Caïs et Djibril. Mais c'est une dinguerie qu'ils Dans la arrivent à tuer des gens comme ça, comme s'ils étaient partis faire un five. C'est ça qui est ouf. Puis, 3 hommes, vraisemblablement des membres de la DZ Mafia, viennent voir Matteo et le prennent à part pour le féliciter de son exploit plus tôt dans la soirée. Quand Matteo revient vers ses amis, il leur explique en se vantant qu'il vient de tuer 2 personnes en leur mettant 2 balles dans la tête. Entre l'horreur des meurtres qu'il commet et son air jovial et plaisantin 1 heure plus tard, le décalage fait froid dans le dos. Mais ce qui est plus glaçant encore, c'est que ses amis ne sont même pas si surpris que ça. À croire que la violence extrême des actes de Matteo ne les trouble pas le moins du monde. Le 6 avril 2023, 3 jours après son arrestation. Il est 11h30 et des voitures de police s'enfoncent dans les rues pavillonnaires de Gardanne pour finalement se garer devant une résidence de 3 étages, tuiles rouges et volets blancs. Un jardin, une terrasse, une piscine avec ses chaises longues, un arbre qui surplombe le toit.
Le pavillon a tout l'air du lieu de vie parfait pour profiter du climat radieux du sud de la France. 7 enquêteurs de la brigade criminelle sortent des voitures accompagnés de chiens renifleurs, puis se rapprochent de la maison. En queue de file, menotté et escorté par 2 policiers, le jeune Matteo. La maison dans laquelle la police judiciaire pénètre, c'est la sienne. Enfin, c'est plutôt la maison de sa mère et de son beau-père. Personne n'est là pour accueillir le cortège de policiers. Mais ce n'est pas grave, ils sont là pour fouiller les lieux. Dans la chambre d'Enzo, le petit frère de Matteo, ils retrouvent par terre des chaussures de ce dernier. Des Nike TN verts, roses et TN. Ces 2 paires sont à moi. Je sais que je portais une de ces paires quand j'ai fait la morlette. Et celle-ci? Un enquêteur montre une 3e paire de Nike. C'est celle qui a servi à la pater et à toutes les autres. Et ça? L'enquêteur pointe un pantalon de survêtement Décathlon noir et blanc. C'est celui que j'avais à la pater et sur potier. Et cette veste? Elle est à moi. Cette veste, je la porte sous ma doudoune pour tout ce que j'ai fait. Matteo parle ici d'autres meurtres qu'il a commis avant la Joliette. La Morlette, la Paternelle, la cité Eugène Potier. C'est l'endroit où il dit avoir tué des gens. Plus Putain, tard, mais comment il a toutes ces infos, le mec qui a fait la vidéo là? Il est sur place ou quoi? les policiers rapprocheront ces 3 crimes à demi avoués avec des assassinats qui ont eu lieu pendant les 3 dernières semaines. La Paternelle. C'est là-bas qu'on a retrouvé dans un parking le cadavre calciné de Ryan. La Morlette. C'est là que les caméras de surveillance ont vu un homme cagoulé poursuivre et abattre le jeune Mamadou sur un trottoir du boulevard Simon Bolivar. C'est public. Et en revoyant les vidéos de ce meurtre, la figure sombre que l'on voit vider son chargeur sur la victime, cette silhouette correspond totalement au profil de Matteo. Et pour finir, dans la cité Eugène Potier, c'est dans ce quartier du 3e arrondissement que la dépouille de Adler a été retrouvée le 22 mars dans le parking d'une résidence privée. Dans les jours qui suivent On son va pas regarder Spider-Man ce soir, hein, parce que Spider-Man, quand on a besoin de lui, il est pas là. arrestation, les enquêteurs tombent des nues en prenant peu à peu conscience des assassinats réalisés par l'adolescent boutonneux qu'ils ont arrêté. Putain, mais lui en fait il s'en fout des représailles parce que il est avec une voix il est avec une voix normale, il a une voix derrière, on sait pas c'est qui le mec. Il s'en fout, il fait la même taille que toi. Mais moi je t'encule moi. Quoi? On dirait pas? Théo Walcott sur Rich derrière là, je leur ai proposé de faire une course. Tu crois qu'ils auraient accepté? Ils sont pas fous pour accepter. Ils sont pas fous mon gars. En interrogatoire, Matteo est très bavard. Selon lui, il serait à l'origine de plusieurs fusillades ayant eu lieu pendant les 4 dernières semaines. À ce moment-là, la police estime à 7, voire à 8 le nombre de T'as pas envie que ce mec qui vienne devant chez toi avec un 9 mm mon gars, t'as pas envie. Malheureusement pour les enquêteurs, Matteo n'en dira pas plus sur les détails de ces meurtres, et il refusera de parler de ses contacts au sein de la DZ Mafia. Au courant du mois d'avril, Matteo sera incarcéré à la maison d'arrêt de Draguignan, puis transféré à la prison de Grasse. Prison où il sera gardé en isolement, et pour cause, son brusque gain de notoriété. En effet, putain mais il est dingue le monteur là, faut trouver ce monteur hein, les gars. Faut trouver ce monteur et lui donner 4000 € par mois je crois, au minimum. Suivant le début de sa détention, le journal Le Parisien révèle à la France entière l'existence de cet adolescent tueur à gages qui se révèle être l'un des assassins les plus meurtriers de notre époque. Ah ouais, les On effets retrouve gouttes de aussi sang, une vidéo allez. que Matteo avait publiée sur les réseaux sociaux. Une vidéo où il se vante d'enchaîner les contrats d'assassinat et qui sera diffusée sur toutes les chaînes de télévision pendant la 2e moitié du mois de mai. Voilà, je vais enchaîner les contrats, frérot, je vais redescendre. Le soir, je vais remonter à Paname. Ça va tout baiser, ça. Ah Sur ouais. la vie de ma mère, tu vas... Très équilibré. Mon sang. Sur la vie de ma mère, tu vas péter un plomb. Très équilibré. Sur la vie de ma mère, à dire je me suis en train de m'envoyer sur un contrat, je suis en train de rigoler. En prison, Matteo verra défiler 8 mois avant qu'un nouvel interrogatoire ne soit organisé. Le 4 décembre 2023, les enquêteurs ont 2 objectifs en tête. Résoudre 3 meurtres qu'ils ont réussi à rattacher aux agissements de Matteo et débusquer les commanditaires de ces meurtres qui se cachent dans les rangs de la DZ Mafia. Au début de la garde à vue, Matteo parle de sa famille. Merci Power pour le Je suis en ressort. prison pour assassinat, avec un S. Ils s'attendaient pas à ce que je sois arrêté pour des trucs comme ça. J'ai pas trop de contact avec ma famille depuis que je suis entré en prison. Les policiers vont directement à l'essentiel. Ils l'interrogent sur les 3 meurtres et sur son appartenance à la DZ Mafia. Et comme il le faisait 8 mois plus tôt, Matteo se referme. Il refuse catégoriquement de parler sur ces sujets-là. Après plusieurs jours d'audition sans une seule confession, les enquêteurs décident d'appliquer une tactique. Tu sais, Matteo, je pensais à ton petit frère Enzo. L'attention de Matteo est piquée au vif.
Et bah, tu vois, on a retrouvé son ADN dans les vêtements qui ont été utilisés pour les meurtres. Et donc, en ce moment même, il est en garde à vue avec des collègues à moi. Matteo fusille le policier du regard. Ce que dit le policier est vrai. Enzo, le petit frère de Matteo, a bien été arrêté. Il est soupçonné d'avoir aidé son frère à maquiller certains de ses crimes, notamment en brûlant des voitures utilisées pour les assassinats. À la PJ, on pense qu'il t'a aidé pendant tes missions. On pense que c'est lui ton complice. Oui. Et moi, je vais te le dire. Personnellement, je pense que ça va plus loin que ça. Si ça se trouve, c'est lui le meurtrier dans toutes ces histoires. En fait, moi je pense qu'on s'est trompé de frère. Toi, t'as rien fait. T'as juste essayé de le couvrir en nous faisant croire que c'était toi le tueur. Matteo s'énerve. Non, mon petit frère, c'est un petit con. Il a jamais vu de Kalachnikov de sa vie. Et sur ma vie, je lui ai jamais dit de rien faire. Il a rien à voir dans tout ça. Vous allez lui niquer sa vie pour rien, là. Les enquêteurs ont réussi à ouvrir une brèche. Il est bon C'est sur bon, les accents. on y arrive. Il est bon. Pendant plusieurs heures, il continue de cuisiner Matteo, qui finit par craquer. Allez, c'est bon, je vais parler. Matteo commence donc à raconter un à un le déroulement des meurtres qu'il a commis. Le meurtre de Ryan, c'était bien lui. Avec un air désinvolte et totalement détaché, il retrace les événements de la soirée. Avec son complice au volant, ils prennent la route depuis Marseille jusqu'à Aix-en-Provence. Ils ont reçu l'ordre d'y récupérer. En fait, c'est et de ouf tuer de un se dire à dealer de quel hip-hop. point, déjà aussi jeune, d'être autant déconnecté, genre de pas se rendre compte de la dinguerie qu'il est en train de faire. Genre, il va tuer des gens. Ah. Tu sais, ça lui fait rien, genre. Arrivé à l'adresse indiquée, Ryan les attend. Ça le fait kiffer. Il rentre dans la voiture et n'en ressortira jamais. Avant ça, 5 minutes avant, on s'était arrêté pour bloquer les portières avec la sécurité enfin pour qu'il puisse pas s'enfuir, pour qu'il saute pas de la voiture en marche. Quand il est monté, les portières étaient déjà bloquées et l'arme était déjà chargée. Matteo avait aussi bien pris le soin de reculer son siège au maximum pour obliger Ryan à s'asseoir là où il serait plus facilement à portée Et le de problème, tir. c'est que s'il y a un petit connard comme ça qui est capable de faire ça, il y en a des milliers d'autres, ça se trouve. Matteo continue son récit. Ouais, on a regardé Dans la le vidéo de plus grand Crémo hier. calme, il raconte comment son arme a déraillé plusieurs fois, comment Ryan a paniqué face à sa mort imminente et comment il a fini par abattre le jeune homme sur le siège arrière. Les enquêteurs savaient que Matteo était à l'origine de plusieurs meurtres, mais l'indifférence avec laquelle il retrace ses assassinats fait froid dans le dos. Face à ça, les policiers réussissent à garder leur calme. Ils restent impassibles. La conduite du véhicule a été rapide? Bah ouais, il y avait un mort à l'arrière. Matteo relate l'événement comme si on lui avait dit de raconter le scénario d'un film. Et il est tout aussi détaché quand il parle de son meurtre à la morlette. L'homme cagoulé des vidéos de surveillance, c'était bien lui. Un début de soirée, avant que le soleil se couche, entre 18 et 19 heures, j'étais au Castellas. Je suis arrivé, je suis parti à la gare, puis au fond des rails. J'ai récupéré une Kalachnikov dans les herbes. Elle était cachée dans les buissons. Je l'ai prise, il y avait 2 chargeurs remplis, j'en ai pris un sur moi et j'ai engagé l'autre. J'ai chambré, j'ai caché la Kalach sur moi et j'ai refermé ma doudoune par-dessus. Puis arrivé à la morlette, il raconte. La cible, c'était le vendeur. J'ai vu une transaction avec des clients, j'en ai déduit qui était le vendeur. Je devais être à 20 mètres, à peu près. Je connaissais pas ma cible, je savais juste que je devais tuer le vendeur. Je me suis approché, il m'a regardé bizarre, il a dû comprendre que je marchais avec une arme. J'ai lâché une rafale, mais il est parti en courant, alors je l'ai poursuivi en continuant de tirer. Quand Matteo rattrape enfin Mamadou après une course-poursuite, son chargeur est vide. J'étais à 4-5 mètres maxi de lui. C'était un noir, je l'avais jamais vu. Je jette mon premier chargeur vide, je l'envoie par terre sur ma gauche. Je sors le deuxième, je l'engage, il commence à prier, je lui ai laissé quelques secondes, puis j'ai tiré. Il s'est écroulé. Putain, c'est la vraie vidéo, Dans ça? sa fuite, il raconte comment il a tiré sur Kamel, le vieil homme. Je l'engage, il commence à prier, je lui ai laissé quelques secondes, puis j'ai tiré. Oh, Il s'est écroulé. oh c'est une idée. Dans sa fuite, il raconte comment il a tiré sur Kamel, le vieil homme qui allait à la mosquée. J'ai cru qu'il portait une arme et qu'il faisait la sécurité du charbon. J'ai crié Il a tiré sur le daron. « Yo !» Et quand il s'est retourné, j'ai rafalé. Je me suis mis au-dessus de lui pour le finir, mais j'ai vu que c'était un daron, un vieux qui avait rien à voir. Donc je l'ai pas fini. Je suis parti en re-rentrant par le Porsche pour voir s'il y avait d'autres gens au charbon, Quel d'autres enculé. personnes que le vendeur. Je voulais faire des dégâts. Bref. Matteo semble totalement insensible à la violence de ses propres actes. En fait, il se rend Encore. pas compte. Cette violence l'excite. En interrogatoire, Ahmed, complice de Matteo sur Non, plusieurs il est de pas ses mort, le daron, assassinats, heureusement. racontera à quel point le jeune meurtrier était effrayant. Ahmed était là pour la mort de Ryan, il était au volant. Et il était aussi là pour une autre fusillade mortelle dans le 3e arrondissement de Marseille. Mardi 21 mars 2023, 4 jours seulement après le meurtre de Mamadou. En milieu de soirée,
une Clio vient récupérer Ahmed. À l'avant, Yanis et Nazim, qui seront les 2 chauffeurs pour cette mission. Ils se rendent tous les 3 à Gardanne pour récupérer le dernier membre de cette expédition. Mathéo est... Source chat, Mathéo était dans mon collège et le mec qui l'a tué à la Marlette, c'était notre surveillant au collège. Ah ouais, effrayant. L'un d'entre nous était informé de la Terrifiant. mission. C'était le tueur de Ryan. Ahmed n'ose même pas évoquer le nom de Mathéo face aux enquêteurs. Lors de cette opération, Mathéo est le seul qui a été mis au courant de l'ordre de mission. Merci Rezox J'allais pour le dans resub. 14e, dans une cité que je connaissais pas, pour récupérer une arme. Il y a un passager qui est descendu, il a récupéré un Glock et il m'a tendu l'arme en me disant « Tiens, c'est pour toi ». Dès que je l'ai vu, j'ai paniqué. J'ai compris qu'on allait m'impliquer dans un crime. On m'a Source dit Jeff. « Prépare-toi ». Je sais pas, c'est possible en vrai. Jusqu'ici, Ahmed n'a jamais tué personne, il a juste été chauffeur. Mais ce soir-là, pour la première fois, il va devoir tirer sur quelqu'un. Il va devenir un meurtrier. Ouais, le taf sur la vidéo, on n'a jamais vu ça, je crois. L'équipe arrive devant la résidence Eugène Potier C'est dans le dingue. 3e arrondissement. C'est ici qu'aura lieu l'assassinat. Il est 23h quand Mathéo reçoit le profil de la cible à abattre. Un homme noir qui va bientôt sortir de la résidence sur un scooter T-Max noir. Arme à la main, Mathéo et Ahmed sortent du véhicule et attendent leur future victime. Après quelques instants, le portail commence à s'ouvrir et les 2 jeunes hommes armés se faufilent immédiatement dans le parking. Comme indiqué, leur cible est juste là, sur son T-Max, un casque de moto sur la tête. Un casque à rail sur la tête. Il s'agit de Adler. Adler a 21 ans. Il est né à Marseille et a déjà été incarcéré quand il avait 17 ans pour trafic de stupéfiants. Il travaille pour le réseau Félix Pilla, une grosse organisation du 3e arrondissement connue pour trafic de cocaïne, mais aussi pour recruter parmi des jeunes issus de l'immigration Félix Piat. comorienne. Merci Moins Enzo d'un pour le an prime. après sa première période de détention en établissement pour mineurs, il est à nouveau arrêté et envoyé en prison. Dans les années qui suivent sa dernière sortie de prison, sa mère dit qu'il n'avait donné aucun signe qu'il continuait à vendre pour Pilla. Il semblait avoir totalement arrêté. Mais cela ne l'empêchera pas de se retrouver ce mardi soir-là, face à Ahmed et Mathéo, prêts à ouvrir le feu sur lui. En voyant les 2 garçons entrer dans la résidence et se planter devant lui, Adler pile sur son scooter. Mathéo lève alors son arme et lui tire dessus. Adler se baisse instinctivement et évite la balle. Il abandonne son scooter et s'enfuit en courant à toute vitesse. Une 2e balle le percute dans le dos. Il perd l'équilibre et s'effondre par terre. Oh là là. À côté de Mathéo, Ahmed panique totalement. Je vois qu'il s'acharne sur lui, alors je me suis dit qu'il fallait que je me tire. Mais en faisant semblant, j'ai commencé à appuyer sur la détente. Il y a 6 ou 7 coups qui sont partis. Je visais à droite de la victime, je tirais dans le sol, dans les voitures. Adler est au sol. Il hurle de toutes ses forces. Au secours! À l'aide! Il tente de se relever, mais c'est impossible. Il perd son sang, il perd ses forces, et continue de crier à l'aide. Putain, ça va être horrible, t'essaies de te barrer, mais ton corps, tu peux pas. Devant cette vision d'horreur, Ahmed prend la fuite et remonte dans la voiture. Mathéo, lui, garde sa mission en tête. Ah mais lui, ouais, il va pas Il se lâcher. rapproche de sa victime, et sans aucune once d'hésitation, il vide un chargeur de 15 balles dans le corps d'Adler. Oh. Là, je l'entendais toujours respirer, il agonisait. Putain, en plus, tu vois la Je photo voulais à pas qu'il gauche reste là. à moitié vivant et je voulais le tuer. J'ai enlevé le chargeur, j'ai mis 2 cartouches dedans et j'ai réengagé le chargeur. J'ai tiré la culasse, je me suis mis au-dessus de lui, je me suis abaissé et je lui ai tiré à bout portant. Mathéo retourne dans la voiture et incendie son complice. Il était pas mort! Il était pas mort! T'es une merde! T'avais plein de munitions et t'as tiré à côté! Après, il m'a demandé pourquoi j'ai pris la fuite. J'ai répondu que j'étais pas fait pour ce genre de choses. J'étais complètement stressé. Même parmi les membres de la DZ Mafia, Mathéo effraie énormément. Là où certains le félicitent pour son sang-froid, d'autres le craignent pour ça. Mais est-ce Ouais, qu'on lui, peut en fait, vraiment c'est parler juste de fou. sang-froid? Il est juste fou. Dans toutes ces affaires-là, Mathéo semble n'avoir aucun sens des réalités. Il prend du plaisir en Pour plus lui, à faire ça. Tuer des gens semble être un travail comme un autre. Alors, de fait, Ouais, il a la pas de question se conscience. pose. Comment Mathéo a-t-il pu devenir ce tueur à gages totalement insensible à la violence? Dans quel milieu est-ce qu'il a pu grandir pour que les règlements de compte et les meurtres deviennent une banalité pour lui? Mathéo Frédéric Jésus est né le 6 Ah, mais on juin a tous joué à GTA, heureusement qu'on n'a pas fini comme ça. Hein. Là, c'est plus GTA là qu'il a vu lui. 2004 dans une famille catholique qui vient de s'installer dans la région marseillaise. Il a alors 2 grands frères de 4 et 9 ans. 2 ans après lui naîtra aussi un petit frère, Enzo. Alors que Mathéo n'a que 6 ans, son père quitte la maison du jour au lendemain. Sa mère racontera: Avec Mathéo, ça a été dur très tôt. Dès l'école primaire, il a subi du harcèlement et ça a été compliqué pour lui. Il vivait mal le fait d'avoir été abandonné par son père alors qu'il était très jeune.
Et toute la famille en a beaucoup souffert de ça. Son père nous a rendus dingues. Depuis 6 ans, Matteo souffrait. Dans les années qui suivent, la mère de Matteo rencontre un nouveau compagnon, un PDG d'une grosse entreprise d'immobilier qui s'investit dans cette famille et avec qui elle aura 2 nouveaux enfants. Grâce à la fortune de son nouveau beau-père, Matteo et sa famille pourront s'installer dans Putain, gosse de riche en plus, qu'est-ce que tu nous fais la rue? des petits villages autour de Aix-en-Provence. D'abord dans le village de Cala, puis dans une bourgade proche de Vintabrin, pour ensuite finir dans le grand pavillon de Gardanne, à moins de 25 km au nord de Marseille. Il avait 2 chambres. Matteo ne semble manquer de rien, et contrairement à l'image que l'on peut avoir du narcocriminel, il grandit loin du trafic de stupéfiants des banlieues marseillaises. En interrogatoire, Je viens d'arriver, j'ai raté quoi? T'as raté ta ville. Je l'ai connu quand j'avais 6 ans, et au début tout allait bien. Puis quand il a eu ses enfants, il a fait une grosse différence entre nous. Quand j'ai grandi, il y a nos rapports qui se sont distendus. Il y avait encore du respect entre nous, mais sans plus. Au collège, Matteo était un élève turbulent comme on en trouve beaucoup. Il fait des bêtises par-ci par-là, il est impliqué dans une petite bagarre. Rien de bien grave d'après son entourage, c'était juste une crise d'ado. Quand Matteo a 13 ans, son beau-père et sa mère se séparent. Celle-ci se retrouve à devoir gérer 4 enfants seuls, dont un Matteo toujours plus incontrôlable. Quand il a 14 ans, Matteo va passer l'été en Corse chez son père, avec qui il a repris contact depuis 1 an. Il voit ses vacances comme une façon de renouer un lien fort avec son père. Malheureusement, Matteo reviendra de cet été extrêmement déçu et frustré. Il avait mis beaucoup d'attentes sur ces 2 mois en Corse, mais son père ne s'est absolument pas montré à la hauteur. Celui-ci disparaîtra à nouveau de la vie de Matteo à la suite de ses vacances. Après son retour, Matteo sombre dans la délinquance. Alors qu'il est en 3e, il prend l'habitude de fuguer de chez lui. Il arrête d'aller au collège et se met à vendre du hashish. Il est arrêté de nombreuses fois par la police. Le hashish! Détention de stupéfiants, port d'armes blanches, outrage à agents, dégradation, rébellion. Dès que les policiers le ramènent à la maison, il fugue à nouveau et continue d'enchaîner les délits. Sur les conseils d'une éducatrice, la mère de Matteo, totalement débordée, décide de le placer en foyer à Salon de Provence. Mais au foyer, c'est la même chose. Matteo fugue et continue de vendre de la drogue. Cette fois à Salon de Provence. Ouais, faut le tuer ce Je gosse, je vendais crois. de la résine, de l'herbe et de la coke pour un réseau. Faut le tuer, Je en cherchais vrai. même pas à savoir Ça, pour c'est qui je solution, vendais, je quoi. prenais juste mon argent et je partais. Je faisais environ 200 € la journée. À 15 ans, il est incarcéré 3 mois dans l'établissement Merci Kanjaku pour de la le Valentine, resub. à Marseille. Peu de temps après sa sortie de prison, il est impliqué dans une bagarre devant son lycée. Une bagarre où il sort un couteau de sa poche pour se battre contre d'autres jeunes. Heureusement, cet incident ne fera pas de blessés, mais cette altercation vaudra à Matteo un nouveau séjour en prison à la Merci Valentine, Chiotos. d'une durée de 15 mois cette fois-ci. Merci mon frérot pour le 40e mois. En février 2021, Matteo retrouve la liberté. Il a 16 ans et a déjà passé 1 an et demi de sa vie en prison. Mais cela ne va absolument pas le dissuader de continuer à sombrer dans la délinquance. Dès sa sortie, il achète pour 17 000 € de cannabis et compte bien développer son réseau pour écouler ses stocks. Seulement 2 mois après son dernier séjour en prison, en avril 2021, Matteo est interpellé par les forces de police en région parisienne. Après une embrouille survenue pendant une de ses transactions, il s'est retrouvé coincé dans une impasse, poursuivi par des hommes armés de fusils à pompe. Ah, ça calme, hein? Tout le monde est arrêté. On retrouve sur Matteo une grosse quantité de cannabis et un calibre 9 mm. Il est immédiatement mis en examen pour trafic de stupes et se retrouve une 3e fois emprisonné, cette fois-ci dans la maison d'arrêt de Villepinte, en Seine-Saint-Denis. En fait, le problème, c'est... Bah oui, c'est vrai. La France est trop indulgente avec les peines de prison. Après, le problème, c'est qu'on parle d'un pays où les violeurs, ils prennent 3 ans de sursis. Ils prennent même pas du ferme, limite. J'abuse, mais les peines sont tellement minimes par rapport aux actes tellement dégueulasses. Et encore, pour le coup, tout ce qui est trafic de stupéfiants, etc., t'es beaucoup plus... t'as des peines beaucoup plus exemplaires que pour des violeurs, alors... Après 1 an, il est relâché et placé sous contrôle judiciaire. Mais c'est pas normal qu'un petit comme ça, il rentre en prison, il ressorte 10 fois. Parce qu'au final, il va recommencer toujours et il va monter dans les échelons de la criminalité. Matteo continue, encore et toujours. Seulement 2 mois plus tard, Mineur, pas il est mineur, arrêté rien par à la BAC foutre. à Vitry-sur-Seine en possession d'herbes de cannabis. Une chose semble alors évidente. C'est l'éducation. Après ça, c'est vrai et c'est faux en même temps, hein, l'éducation. Malheureusement, il y a des parents qui ont très bien éduqué leurs enfants et ils sont pas responsables des actes qu'ils vont commettre dans leur vie parce qu'ils ont pas forcément rencontré les bonnes personnes. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. C'est pas que l'éducation, malheureusement. Aucune intention de mettre fin à sa vie de narcotrafiquant. La prison n'a absolument aucun effet dissuasif sur lui. Elle semble n'être qu'un contretemps dans son envie de se faire un nom dans le monde de la narcocriminalité. À aucun moment, il ne montre de remords pour ses actions.
Dans sa tête, il se peint déjà comme un futur grand criminel. Alors qu'il vient d'être arrêté Oh à la Vitry, vidéo est franchement elle est incroyable, le montage est dingue. le 20 juin 2022, Matteo est conduit au tribunal de Créteil. Mais alors qu'il est sur le point d'être conduit à l'intérieur, Ah oui l'entourage il c'est profite d'un important moment c'est sûr d'inattention mais du bon. policier chargé de le surveiller pour s'enfuir à toute vitesse. Il grimpe sur le toit d'une voiture de police et escalade le mur d'enceinte du tribunal. Wesh. À ce moment, un riverain commence à filmer la scène où on voit le jeune homme, habillé tout en blanc, courir le long de ce mur d'enceinte, un pied devant l'autre et les bras écartés pour garder le son sgeg. équilibre. Ah le sgeg de fou. Courir le long de ce mur d'enceinte, un pied devant l'autre et les bras écartés pour garder son équilibre. Ça ressemble à profession gangster un peu ouais. Après ces quelques secondes de funambulisme, il atterrit dans la rue à l'extérieur des murs du tribunal. Mais à peine commence-t-il à courir qu'il se fait rattraper et plaquer au sol par un policier. La vidéo de cette tentative d'évasion fait le tour des réseaux sociaux et des chaînes de télé et vaut à Matteo d'être surnommé Jack Sparrow. Matteo se Jack Sparrow, j'aurais pas surnommé Jack Sparrow. Jack Sparrow qui se fait chier sur son lit par sa meuf à la limite, mais certainement pas Jack Sparrow. moque des conséquences. Il veut juste se faire voir comme un bandit, comme un vrai criminel. Juste après avoir été plaqué et menotté par le policier, il joue les gros bras. Démenote-moi! Vas-y, dis à tes collègues de sortir! Enlève ton ceinturon! One, je te baise! Je m'en fous de ton travail, fils de pute! Non, il est fort hein. Ah il est trop fort. Il a toutes les casquettes dans la vidéo, il est trop fort le mec. Il joue les gros bras. Démenote-moi! Vas-y, dis à tes collègues de sortir! Enlève ton ceinturon! One, je te baise! Je m'en fous de ton travail, fils de pute! Matteo est condamné à 7 mois de prison pour avoir continué son trafic de drogue. En fait, auquel s'ajoute 2 mois ce qui est pour... historique c'est que ça, avec le montage, tu peux vraiment tout faire. T'entends ce que je suis en train de faire là? Skinny de quoi? Il a vraiment la dégaine pour faire ça en plus. C'est un de ses corps. Je suis en train de me branler sur toi là, tellement je suis en kiff. Il a vraiment la dégaine à faire ça. Ah putain de merde. Ce qui signifie qu'entre Ça marche ses 15 toujours et ses aussi bien. 18 ans, Matteo n'aura vécu que quelques mois en dehors des prisons françaises. Cette fois, il est incarcéré dans la prison de Fresnes, dans le 94. Et c'est ici, dans l'un des plus grands centres carcéraux de France, que Matteo va définitivement entériner son entrée dans le monde de la criminalité. Dans cet établissement, la petite délinquance peut être amenée à côtoyer des caïds au sommet de certaines des plus grosses organisations criminelles françaises. Et c'est comme ça que Matteo fera la connaissance de l'un d'entre eux. Alors qu'il est encore derrière les barreaux, les policiers enregistrent un appel téléphonique de Matteo avec sa copine. J'ai rencontré un mec en prison et je me suis mis bien avec lui. J'étais en promenade avec lui, je faisais le sport avec lui, j'étais tout le temps avec lui. Cet homme, dont l'identité reste encore inconnue à ce jour, deviendra son protecteur. Il deviendra le mentor de Matteo dans sa descente vertigineuse dans la narcocriminalité. Le 11 décembre 2022, Matteo quitte les murs de la prison de Fresnes. Son grand frère vient le chercher pour le ramener dans le sud, dans la maison familiale de Gardanne. Son juge d'instruction avait estimé judicieux de le faire quitter la région parisienne où il avait pu créer ses contacts pour le faire retourner dans sa famille. En janvier 2023, alors que dans les banlieues marseillaises, les relations entre la DZ Mafia et Yoda commencent à s'envenimer, Matteo, lui, vit bien sagement chez sa mère et son beau-père qui se sont remis ensemble. Avec ses fugues à répétition, ses placements en foyer et ses 3 séjours en prison, ça fait plus de 3 ans que Matteo n'a pas réellement vécu sous le même toit que ses proches. Donc à la maison, tout le monde veut faire en sorte que Matteo retourne dans le droit chemin. À son retour, tout se passe bien. Il fait refaire ses papiers, il commence à faire les démarches pour passer le permis, il se rapproche de son petit frère Enzo. Peut-être que Matteo va enfin pouvoir retrouver une vie normale. Merci Sora pour le 28e mois. Loin du crime et des barreaux de Il prison. serait là, hein, c'est... Malheureusement, vous savez tout comme moi que l'histoire ne s'arrête pas là. Enzo voit son grand frère rapidement retomber dans ses travers. Au début, il était là. Il est sûrement déjà passé sur un horrible stream de Paul et il a raté Twitch. beaucoup d'étapes. Et puis après, il a commencé à être absent. Il rentrait pas pour dîner. Absent. Quand il est revenu, j'ai cru retrouver le Matteo de mon enfance, mais non, il avait changé finalement. Apparemment, quand il était à Paris, il faisait déjà des trucs pour le réseau. Il n'est pas arrivé à Gardanne en mode Matteo le petit garçon. Très vite, Matteo se remet à dealer. Il va même commencer à monter les échelons dans le milieu et récupérer la gestion d'un point de deal de Gardanne, dans le quartier historique de la ville. Matteo se satisfait bien de son nouveau business, même s'il ne trouve pas ça très impressionnant pour l'instant. Ça faisait 400 ou 500 euros par jour, max. C'était juste pour tenir un point de deal à moi, pour que les petits de chez moi, ils travaillent pour moi. Quand il est Putain, mais la vidéo elle est passée trop vite. On a fait 50 minutes de vidéo, je l'ai même pas vu passer la vidéo, elle est dingue. Mais il doit avoir... Est-ce qu'il a fait d'autres vidéos ce mec?
Midji Punk. Il a vraiment pas le... Il a vraiment pas la... La chaîne pouvait s'appeler de toutes les manières possibles, mais pas Midji Punk. On va regarder après s'il a pas d'autres vidéos. Putain, il a fait d'autres vidéos, dingue. En plus, des vidéos d'histoire, incroyables. C'est certainement pas à l'école qu'on aurait des vidéos aussi intéressantes. Pourquoi le Japon a perdu la Seconde Guerre mondiale? Putain. C'est malheureusement la DZ Mafia qui a primé sur les vues. Hein. Mais ça se trouve, c'est stylé de fou en vrai. Historique. On va donner la force, on s'abonne. Allez, on s'abonne à Midji Punk, allez. Et non, en vrai de vrai, on fait pas de vue à Midji Punk. Comme ça, je l'engage en tant que monteur. Allez. Allez, Midji Punk, allez, s'il te plaît. Allez, reviens. Merde, je l'ai perdu. Putain, il y a trop d'onglets. Trop d'onglets, putain. Allez, trop d'onglets. J'ai perdu. Ah non, il y a trop d'onglets. Allez, arrête. Ah. Voilà. Cours de marchandises, Matteo prend contact avec le mentor qu'il a rencontré à la Vas-y, prison de Stendhal, Fresnes. envoie-moi un DM. Celui-ci lui procure le hashish et l'herbe qu'il pourra revendre dans son réseau de Gardanne. Enzo le voit souvent revenir à la maison avec des nouveaux vêtements de marque, achetés avec tous les profits qu'il récupère de son point de deal. Au début, Ça quand brasse, il arrivait brasse, de oh Paris, max. il avait tous les jours la même paire de TN et des joggings, mais Matteo, il s'en foutait. Puis les gens se sont moqués de lui. Alors il a serré et il a été à un Footlocker et il a acheté plusieurs paires de TN. Il devait en avoir au moins 15. Il dit, tu fais quoi avec des marques de luxe, ça, le bouffon, va, ça te va même pas. Tous les jours la même paire de TN et des joggings, mais... Au début, quand il est arrivé de Paris, il avait tous les jours la même paire de TN et des joggings, mais Matteo, il s'en foutait. Puis les gens se sont moqués de lui. Alors il a serré et il a été à un Footlocker Oh, il a et serré, il a acheté frère. plusieurs paires de Il a TN. été à Foot Il Corner, devait en avoir frère. au moins 15. Il a serré, Après, à frère. Gardanne, les gens l'aimaient bien parce qu'il avait des sous. Il a serré, Mais frère. tous ces nouveaux achats inquiètent sérieusement sa mère. Il a serré, frère. Moi, je croyais un peu naïvement qu'il était retombé dans un petit réseau, car je voyais bien qu'il s'achetait des vêtements, des choses comme ça. Et bien entendu que ça ne me faisait pas plaisir. Mais je savais pas trop quoi faire. Je me disais qu'il allait se faire attraper, qu'il allait retourner Tiens, en la coste prison. TN, ça. Je le surveillais. Merci, je Amsad, demandais pour le à Enzo resub. s'il faisait des bêtises. Des bêtises. La mère Ah, de Violette, Matteo elle ne est se pas au rend courant. vraiment pas Merci, compte à Xtreet, quel pour le point son resub. fils s'est engouffré dans le monde du narcotrafic. Ah, pas compris, Comment Violette. pourrait-elle soupçonner qu'à ce moment-là, son enfant travaillait pour un des plus gros gangs de criminels marseillais? Putain, moi je fais un retrait de 20 € à 40 ans, ma mère elle m'envoie un message. T'as retiré 20 € là, c'était pour le coiffeur? Oui maman. C'est pour le coiffeur parce qu'il prend que de l'argent liquide. Après, faut pas trop le dire parce que imagine, ils viennent chez lui et ils lui prennent tout son argent qu'il y a sous son matelas, faut pas le dire. Des criminels avec qui il Mais commence c'est à bien avoir mieux des comme ça en problèmes, vrai. d'ailleurs. C'est pas Arrivé plus au moment mal. de payer mon fournisseur, bah soi-disant il manquait de l'argent. Et de là ils m'ont inventé une dette. Ils m'ont dit, c'est simple, maintenant si tu veux régler ta dette, tu vas devoir faire une mission pour moi. Non mais ça va, ma mère elle me casse plus les couilles avec le casino parce que je lui ai dit je vais pas au casino pour jouer de l'argent, maman, je suis juste amoureux d'une croupière. Et elle y croit. Donc c'est pas plus mal en vrai. Et c'est là que Matteo commence à être impliqué dans les équipes chargées d'assassiner des membres du clan rival. Il devient alors un pion à la solde du gang qui s'engage dans une guerre de vendetta face au clan Yoda. Lors de sa première mission, Matteo est investi du rôle de chauffeur. Je devais conduire une voiture d'un point A à un point B. Je me suis dit, bah vas-y, ok, c'est juste conduire. C'est venu me chercher à Gardanne, et au moment de conduire la voiture, je vois des mecs armés qui rentrent dans la voiture. Moi je leur dis, c'est quoi le délire et tout? Ils me disent, oh écoute, c'est simple, on va aller chercher un mec. Tu veux que je fasse quoi? Moi j'appelle le gars qui m'a donné la mission, je lui dis que je veux pas continuer. Mais là il me dit, c'est simple, tu me dois des sous, lui il doit aller tuer un mec. Le mec il est calé dans un bar et il va bientôt partir, vous y allez maintenant. Frérot, c'est simple, soit tu conduis la voiture, les deux ils descendent, ils le tuent, soit c'est toi qui tues. Et donc j'ai conduit la voiture quoi, et là je devais faire qu'une seule mission. Sauf qu'après ils m'ont fait conduire une deuxième fois. Et après... Putain, depuis tout à l'heure je vois Grim Cujo en haut à droite les gars, ça me terrifie. Grim Cujo dans le grand bandit ici. Et j'ai conduit une troisième fois, tu vois. Ses missions en tant que chauffeur font monter Matteo en grade au sein de la DZ Mafia. Il y intègre pour de bon une équipe feu, c'est-à-dire une équipe chargée d'exécuter des opposants. Oh, moi du j'ai la clan. vision. On m'a dit, maintenant tu conduis une dernière fois pour nous et après tu nous dois plus rien. Merci Colin Sauf pour le qu'au moment resub. d'arriver, les gars ils m'ont dit, bah maintenant frérot, c'est toi qui vas tirer sur les mecs. Merde, il a Je leur ai tiré. dit non et tout, et ils m'ont dit, écoute c'est simple, on sait où t'habites, tout ça. Ah ouais. Du coup je l'ai fait. Je suis allé, j'ai tué, j'ai fait mon premier meurtre comme ça. Sa première victime, le jeune Ryan abattu maladroitement, dans la panique, à l'arrière de cette voiture qui fonçait sur l'autoroute. Après ça, ils m'ont contacté, ils sont venus me chercher à Gardanne et ils m'ont dit
Maintenant, tu vas tuer pour nous. Et ce sera plus des choses gratuites et tout. Nous, on va te payer. Soit Ah ouais, tu mais lui, en fait, il y a moyen qu'avec 200 € il tuait des gens normaux. En fait, il comprend pas la gravité, ce que c'est de tuer quelqu'un. tues pour nous, Donc eux, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, mais lui, c'est tranquille, en fait, il va se salir les mains à notre place. on te paye et tu prends de l'argent, soit nous, on te tue. C'est dans cet environnement et Merci, ces mon conditions Ronny, que pour le Matteo recep, ça vaut raconte quoi? s'être enfoncé dans le monde des narcocides. Ce serait donc ça l'origine story du tueur à gages le plus meurtrier de cette guerre de gang marseillaise. Un jeune homme qui avait un goût pour la délinquance et qui n'a fait que sombrer de plus en plus profond dans le narcotrafic et le milieu criminel. Un jeune homme qui n'avait pas le choix et qui a fini par en commettre les pires atrocités. Quand on connaît un peu les agissements de Matteo, le doute est permis. Le P, la France devient le Mexique. Bon, on va se barrer au Mexique et au moins on aura le soleil là-bas. Par obligation, Merci Gallardo pour le recep. recep. Sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il se vanterait des contrats d'assassinat qu'il enchaîne devant la caméra de son téléphone, avec un ton qui fait C'est ressortir ça, parce que moi, si je suis sous contrainte et que je suis forcé à tuer des mecs parce que sinon on tue ma famille, je ferai pas des snaps où je suis hyper souriant, où je dis, ah les gars, j'ai fait un contrat incroyable. toute La la vie de ma frénésie mère. et l'exaltation que lui procure cette activité? Est-ce qu'il fanfaronnerait en interrogatoire devant les policiers en leur disant qu'il leur aurait tiré dessus s'il avait été armé lors de son arrestation? Tous ces agissements semblent quelque peu révéler l'hypocrisie des excuses qu'il sert à sa petite amie, Ouais, il dit mais ce qu'il aussi veut. à son frère. Il y avait des sous, des voitures volées. Je me demandais comment il pouvait faire ça. Mais je pensais pas qu'il pouvait tuer des gens. Puis un jour, il m'en a parlé. Un jour, il est rentré, il m'a dit « Regarde les infos ce soir, tu vas être choqué. » Alors j'ai regardé, mais il n'y avait rien de spécial à la télé, il n'y avait rien sur Internet. Alors moi, j'attends de voir ce qui se passe, même si je le prends un peu pour un mytho. Mais un jour, je tombe sur un snap, c'était écrit « Marseille, un corps retrouvé dans le coffre d'une voiture incendiée à la Bucerine. » Du coup, je fais une capture d'écran et au bout de quelques jours, j'ose enfin lui demander. Je lui montre et je lui dis « T'as fait ça ?» Il me répond « Ah ouais, c'est moi. » Et il avait un grand sourire, il était trop fier. Puis quelques jours après, il y a un soir, il est Le petit frère qui se rend compte que son grand frère c'est un sgeg, c'est effrayant. rentré et puis il m'a montré une vidéo. Il voulait me prouver qu'il tuait des gens. Parce qu'au début, je le croyais pas trop. Il m'a montré la vidéo où il court après quelqu'un. Mais comment en plus tu te vantes de ça à ton petit frère? Au pire, t'es un trou du cul, mais laisse ton frère tranquille. Montre ça fièrement à ton frère, wesh. Il s'arrête et il lève les mains et il le tue. Puis il monte dans une voiture. Il m'a dit que c'était lui qui tirait sur la vidéo. J'étais choqué, j'essayais de lui faire la morale. Ouais, il est juste, Mais il pas est trop, juste parce que dès que je lui disais quelque chose, on s'embrouillait. Chez tout. Et hein. il disait qu'il C'est faisait ce tout. qu'il voulait parce qu'on n'avait jamais été là pour lui. C'était ça son excuse à lui. Ouais, juste Matteo chez tout. adore sa nouvelle vie en tant que grand criminel. Une vie dont il rêve. Tu réagis comment si t'es à la place de son petit ref? Bah le problème c'est que t'es pas responsable des actes des gens de ta famille, même si c'est ta famille et que tu cautionnes pas, tu veux faire quoi? Depuis qu'il s'était engouffré dans la délinquance et le trafic de stupéfiants. Il a tout ce qu'il a toujours voulu. De l'argent et du respect de la part des autres. Bon, la gueule du respect. Enfin, plus que du respect, Enfin, c'est de la peur. Faut avoir qu'il du aspire respect aux sur autres. GTA, que ça. Merci C'est Angel normal pour le quand on recep. sait qu'il a assassiné de sang-froid Ah oui, plusieurs parce qu'il est complice, parce que le petit frère il a rien dit, ouais. personnes dans les dernières semaines. Quand il est dehors, Matteo est toujours accoutré d'une nouvelle paire de TN et équipé d'un Glock 19. Enzo dit que Matteo ne fait pas ça pour se vanter. Il crie pas sur les toits ce qu'il fait, mais il aime qu'on respecte son image. Il aime être respecté pour ce qu'il a fait. Pour les assassinats. Mais c'est pour ça qu'il a dû se faire coffrer vite en fait. Donc Matteo ne ferait tout ça que pour trouver le respect et la reconnaissance des autres, pour cette unique raison. Une chose semble certaine, Matteo semble avoir totalement perdu le sens des réalités. L'ultraviolence et le meurtre font partie intégrante de son mode de vie maintenant. Retour au lundi 3 avril 2023. C'est quand même une sacrée histoire le de jour qui fou. suit l'arrestation de Matteo suite au meurtre de la Joliette. Des policiers débarquent à Gardanne devant le pavillon de la famille. Sur les caméras de la maison, la mère de Matteo voit les officiers s'approcher de la porte. Maman, il y a des policiers qui sont là, avec Matteo. La mère de famille espérait que Matteo était revenu sur le droit chemin, mais elle alla la preuve du contraire. L'histoire se répétait encore. Est-ce que Matteo allait encore devoir séjourner en prison? Messieurs, qu'est-ce qui s'est passé? Vous pensez qu'il vendait de la drogue, qu'il a caché du shit chez nous? Ah ouais, Violette, elle est complètement déconnectée l'autre. C'est plus grave que du shit. La police judiciaire? Mais en fait, ce que j'arrive pas à comprendre, comment tu peux avoir des enfants et... Vas-y, t'es un minimum connecté quand même. T'arrives à... Ah wesh. L'autre, elle est à côté de la plaque carrément. Mais comment ça? Qu'est-ce qu'il a fait, monsieur? Faut que tu me prépares des chaussettes et des caleçons, maman. Je vais rentrer en prison longtemps. J'ai tué des gens. Quoi? Mais comment ça? J'ai tué des gens. Plusieurs personnes. Non, je dirais pas qu'elle est Là, coupable, mais c'est bon. le trou noir pour la famille de Matteo. Crosse bien encore marqué, Un dingue. jeune garçon d'à peine 18 ans
est un meurtrier. Ce n'est absolument pas l'image que l'on s'imagine voir un jour quand on élève des enfants. Quelques jours après cette arrestation, Enzo est pris pour cible par des hommes armés devant la maison de Gardanne. Heureusement, il réussit à échapper aux tirs de balles. Wesh, le petit frère. Dans la panique, la famille quitte le pavillon pour aller s'installer ailleurs. La mère et le beau-père de Matteo se séparent à nouveau. C'est beaucoup trop à supporter pour eux. Ah ouais, Jean il a dit, mais c'est quoi cette famille de tarés là, je me casse. 8 mois plus tard, Enzo est lui aussi arrêté. Il est soupçonné d'avoir assisté son frère en mettant feu aux voitures utilisées dans le meurtre de la Joliette. Enzo a peur de Matteo. T'arrives à cacher des trucs. À ta mère, c'est pareil, tout le monde. Non, mais après, il y a des mensonges à son échelle. À son échelle, lui, il habite encore chez ses parents. Moi, je peux te dire que c'était pas l'hôtel chez mes parents. Je pouvais pas rentrer à 1h du matin, revenir comme ça, truc. Ma daronne, elle aurait cramé direct s'il y avait des trucs suspects. Ah, t'as des nouvelles pompes? Comment t'as eu des nouvelles pompes? Bon, après, moi, c'était compliqué en vrai, parce que ma mère, elle commençait à croire que je vendais de la drogue, c'est vrai. Oui, c'est pas le bon exemple. Mais c'était Full Glory, ça n'avait rien à voir. Maman, ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a vraiment rien à voir. Justement parce qu'il sait de quoi il est capable. C'est aussi pour ça. Ça c'est vrai parce que ma daronne en fait elle me voyait manger tous les jours au grec et elle captait pas comment je pouvais manger tous les jours au grec alors que j'avais pas d'argent. Enfin en fait j'avais de l'argent mais elle savait pas. N'a jamais osé le dénoncer à la Oh police. ça t'arrête maman là. Sa mère. Tu te calmes, je mange juste des grecs. Ça faisait 4 ans que je l'avais pas vu. Je voulais créer des liens avec lui. Mais au final, c'était pas la personne que je pensais que c'était. Je lui en veux parce qu'il m'a pas protégé de tout Qu'est-ce que ça. c'est bon les grecs? Si Matteo avait été tué, les choses seraient plus simples aujourd'hui. Aujourd'hui, Matteo est incarcéré dans la maison d'arrêt de Grasse. Bon bah on espère qu'il a pas vu le stream hein. Sinon là il a envoyé de l'argent à un mec pour me tuer je crois. Il va me tuer. Auteur aride de l'arrière-pays méditerranéen. Un lit simple. Bon en tout cas c'est mon dernier stream, j'ai passé un bon moment. Une table et une Il a été historique la vidéo. Ce que l'on peut trouver dans la cellule de 9 mètres carrés que Matteo occupe dans le quartier d'isolement. Matteo ne voit personne. Ses Merci seules à interactions Dou sociales se font avec Xo le pour le gardien, resub. qui le sort de son trou pour l'accompagner et le surveiller lors des promenades qui lui sont autorisées 2 fois par jour dans la cour. Merci Nico pour le resub. Avec Matteo, la direction de la prison ne veut prendre aucun risque qu'il puisse reprendre contact avec la DZ Mafia pour poursuivre ses activités criminelles. Et elle veut aussi éviter que le Tu jeune parles l'homme le plus surveillé de France, il a réussi à commettre des attentats à distance, le Salah Abdeslam. Donc elle est belle la justice. se fasse attaquer par des membres de Yoda. Mais Matteo ne semble pas affecté par cette totale Comment ça dernier stream? Bon on sait pas hein. Tous les jours c'est peut-être le dernier stream. Ils sont parmi les plus lourdement punis par Merci le code Yasmine pénal. pour le sub offert, merci Meurtre en beaucoup. bande organisée et assassinat en récidive. Ces actes pourraient lui valoir une peine de prison à perpétuité. Une peine n'étant réservée qu'à de très rares cas, mais qui pourrait être incombée à Matteo pour les multiples assassinats qu'il a commis. Malgré ça, le jeune homme ne semble pas inquiet. Quand il en parle avec son frère au téléphone, il minimise énormément la peine qui pourrait lui être imposée. Enzo, tu sais c'est quoi le pire? Il y en a plein qui se disent « Ah c'est bon, Matteo il va plus jamais sortir et tout ». Ou ils disent « Ouais, Matteo il aura genre 50 ans quand il sortira ». Mais ce qu'ils savent pas Enzo, dans le pire des cas, t'as vu, je vais sortir de prison, j'aurai 35 ans. C'est dans le pire des cas, tu vois ce que je veux dire? Eh frérot. Après il a pas vraiment tort hein. Il a pas vraiment tort je crois. Tu vas pas sortir comme ça frérot. Non mais à tout moment. Enzo, la plus grosse peine que je peux prendre, c'est 30 ans. T'as vu les remises de peine? Matteo sous-estime clairement le temps qu'il va devoir passer en prison. Attends il a quel âge là? Il avance des calculs approximatifs pour estimer l'âge qu'il aura quand il sera libéré. Avec les remises de Il a 19 ans. En fait ils sont capables de le faire sortir dans moins de 15 ans moi je crois. peine, Enzo, ma peine elle va descendre à 21 ans. Et après, je suis aménageable. T'as vu Enzo, les mecs comme moi, genre jamais ils vont nous faire sortir à la fin de nos peines. Ils vont me faire aménager avec un bracelet, en semi-liberté ou en conditionnel. Parce qu'ils veulent garder une emprise sur nous. Pour être sûr qu'à notre sortie, on a un travail, les trucs comme ça. Enzo, dans le pire des cas, je suis aménageable au bout de 15 ans. Non, en vrai, dans le pire des cas, je suis dehors à 35 ans. Et si je prends 20 ans, dans 10 ans, je suis dehors. Après mon jugement, je vais sortir de l'isolement, là. Je vais monter en bâtiment. Ça veut dire qu'il y aura peut-être 2-3 bagarres, des ci, des ça, du mitard. On ne sait jamais, ma peine, elle descendra peut-être pas à 15. Merci toi entier pour le resub. Mais on va dire 17 ou 18 ans. Eh Enzo, normalement, au bout de 7 ans, je pourrais faire des permissions de sortie. J'aurai 25 ans. Ouais, je suis rentré à 18 ans en prison. Tu fais 18 plus 7, ça fait 25 ans. Sauf que les gens de Gardanne peuvent dire ce qu'ils veulent, mais tous les gens qui parlent, qui font les voyous, tu crois qu'ils seront pas encore là? Ils seront encore là, frérot. Et sur ma mère, Enzo, je vais arriver à en faire. Dis-toi, frérot, le nombre de gens à qui je vais niquer leur mère. Frérot, sur ma mère, je vais les piétiner. Je vais leur faire un truc de fou, mon frère. Il y a trop d'ennemis, là. Eh, je vais louer une McLaren, la voiture de mes rêves.
Sur ma vie, Enzo, je vais sortir et je vais en louer une pour 4-5 jours. Tu vas venir me chercher devant la prison avec. À aucun moment, Matteo ne se remet en question. Le petit frère, il se dit putain, il est vraiment chez tout là. Il prévoit déjà sa libération. Son passage en prison n'est qu'un petit contretemps dans sa grande carrière rêvée de criminel. Matteo est totalement en dehors des réalités. Il stratégise pour atténuer sa peine en manipulant l'opinion de la justice pendant son procès. Enzo, je vais te dire un truc. Le jour de mon jugement, je vais y aller en pleurs, Enzo. Mais quand je te dis en pleurs, sur ma vie, c'est... Merci Tarzan pour les subs offerts. On dit merci à Tarzan pour les subs offerts. D'ailleurs, Tarzan, gros banger quand même ce dessin animé. Tu vois, je vais être en pleurs. Je regrette les darons et tout. Je suis désolé d'avoir tué vos enfants. Je pleure devant eux. Je m'en bats les couilles. Ouais, c'est ce que je me demandais. Comment la con va la leak là? Bon, toi. Mais sur ma vie, Enzo, c'est comme ça que ça marche. Et tu crois qu'elle va te dire quoi, la daronne? Ouais, vas-y, je t'excuse. Oh, le sang, apparemment, il y a un daron que t'as tué, c'était un gros de Marseille. Il y a tout le monde qui m'a dit ça, le sang. Il se... Mais ouais, en fait, lui, quand il va ressortir, il va se faire tuer. Dans tous les cas, même s'il ressort, il va se faire tuer. dit qu'ils allaient tout faire pour qu'à ta sortie, tu meurs. Sans trop de surprise, dans la continuité de la guerre de vendetta qui sévit à Marseille, des membres de Yoda cherchent à éliminer Matteo. Ah ouais. Il semblerait que ce soit aussi le cas de certains membres de la DZ Mafia. On soupçonne ici et là que Matteo a dénoncé ses contacts et ses complices au sein du clan. Mais Matteo s'en contrefiche. Il ne prend absolument pas ça au sérieux. Pour lui, dès qu'il retrouvera un poil de liberté, il va se faire tuer en prison, s'en servira pour replonger instantanément dans ce monde du crime. En plus, il a pas l'anonymat avec lui. Il cherche à se brancher, c'est-à-dire récupérer un téléphone derrière les barreaux, et il s'imagine déjà diriger des opérations depuis sa cellule. Il pense déjà à tout l'argent et à l'arsenal de guerre qu'il a caché dans une planque secrète. Attends que je me branche, frérot. Je te fais récupérer tout ce que tu veux. Je te branche avec tous les gens qu'il faut. Les sous, ils sont cachés. Tu pètes un plomb, jamais personne les trouverait. Je sors maintenant. Sur ma vie, j'achète une RS3 en cash. J'achète une RS3 full. Matteo raconte à son frère qu'il y en a pour 500 000 €. Ah ouais, c'est dingue. Enzo, lui, dit ne jamais avoir vu la couleur de cet argent. Vraisemblablement, on dirait bien que Matteo exagère tous les profits qu'il a engendrés avec ses missions d'assassinat, vis-à-vis des faibles rémunérations qui sont d'habitude pratiquées dans le milieu. Matteo semble encore fanfaronner et vouloir se peindre une légende de grand bandit qui aurait réussi dans le milieu du narcotrafic. Il est évident que Matteo prend énormément de plaisir à s'apposer ce statut, à imaginer sa carrière de caïd, et ce au-delà même des bénéfices financiers qu'il peut en tirer. Dans un appel enregistré par la police quelques mois après son arrestation, sa petite amie lui reproche... Putain les gars, il a une meuf et pas nous les gars. Terrible. ...son engouement pour le monde du crime. Je te dis la vérité... Mais moi j'ai l'impression que t'étais fasciné par Après, faut voir l'état de la meuf, je pense. ça, par les meurtres. Y a personne qui t'a obligé à faire des vidéos comme t'as fait sur Snap, là, à rigoler et tout. Sur la vie de ma mère, ça se voit que t'es fasciné par ça. Elle s'appelle toute ma vie à Marseille ou quoi? Et tout. Ouais, c'est vrai. Je vais pas te mentir, c'est vrai, t'as raison. La question persiste alors. Comment en est-on arrivé là? À un moment, qu'est-ce qui a merdé pour qu'on en arrive à ça? À un jeune homme tout juste sorti de l'adolescence qui trouve un sentiment d'accomplissement dans l'assouvissement de sa violence et dans le meurtre. Merci Tarzan. Arrête, je vais crier comme Tarzan après. Comment il faisait Tarzan? Oh, 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 je sais plus comment il faisait. Il est là pour abattre le monteur. Comment est-ce qu'on a pu... Je suis tombé là d'un voyou. Je suis tombé là d'un voyou. Les personnes violentes, de les qualifier de monstres, d'exception. Il est facile de les déshumaniser, de juste penser que quelque chose ne va pas avec eux, et de tout mettre sur le dos de leur prétendue différence, qui les rendrait impossible à comprendre. Mais baser sa réflexion là-dessus semble paresseux. Alors, loin de moi l'idée de vouloir dédouaner Matteo de ses crimes, en prétextant que tout est la faute de la société et de l'environnement. La société, elle a que des problèmes. La société. La responsabilité individuelle et évidente de Matteo dans cette histoire. Mais il serait tout aussi idiot de le penser comme unique responsable de cette situation. Les raisons de cette tragédie sont évidemment complexes et multiples. Donc, pour comprendre un peu mieux tout cela, on peut essayer de prendre du recul sur l'histoire de Matteo. À la base, Matteo est juste un enfant normal. Sa famille traverse des périodes difficiles, son père l'abandonne. Tout ça est triste, mais malheureusement, ce n'est pas une situation si rare. Ah mais si tous les darons qui abandonnent, ça crée des tueurs à gages, ça serait... Les enfants abandonnés par leur père ne finissent pas narcotrafiquants ou tueurs à gages. Clairement, ce n'est pas la raison principale de sa transformation progressive vers le meurtrier qu'il deviendra plus tard. À l'adolescence, Matteo s'enfonce dans la petite délinquance.
Comme n'importe quel jeune de son âge, il cherche à prouver sa valeur, il cherche de la reconnaissance. Le problème ici est qu'il cherche tout ça au mauvais endroit, c'est-à-dire dans le monde du trafic de stupéfiants. Clairement un très mauvais choix de sa part. Sa mère, débordée par la gestion de sa vie de famille, ne sait pas quoi faire quand la police l'arrête et le ramène à la maison. Dans le désespoir de cette situation, la décision est prise de l'envoyer en foyer. Mais il continue de sombrer dans la délinquance. Il est alors envoyé en prison. Mais dès qu'il en sort, il récidive. Il retourne en prison, puis récidive à nouveau, seulement quelques mois après. Matteo se perd dans un cycle de crimes et de séjour carcéral. Chaque récidive est plus violente que la précédente. Du trafic de drogue, une bagarre avec arme blanche, puis possession de drogue et port d'armes à feu. Matteo s'enferme dans un cercle vicieux. Non, la nuit elle est courte, arrête. Vraiment l'intention d'en sortir. La nuit elle est courte, t'arrêtes. Ce qui culminera en une série de fusillades meurtrières dans la ville de Marseille. Cela nous rappelle une chose importante. Les séjours de Matteo en prison n'ont eu aucun effet dissuasif sur son envie. Merci de faire Robin pour le carrière dans resub. Putain, t'imagines que là, genre là tu perds la vie là. Là, tu vas mourir, genre. Le mec, il te tire dessus, t'es mort. C'est fini, terminé. crime organisé. C'est terrible. Et même si le cas de Matteo reste particulier, il révèle tout de même une fois de plus l'inefficacité du système judiciaire et carcéral français. En France, comme dans la majorité des pays du monde, la prison est vue comme une institution qui il permet était de dingue mettre le les lever de soleil ce individus matin, vous dangereux avez à pas l'écart vu? de la société Le ciel était et rose. de les punir pour leurs crimes. Quelqu'un qui est condamné à une peine de prison est considéré comme quelqu'un d'indésirable, qui n'a Trop pas dans d'onglets la là. société qui Allez. décide de l'exclure. La prison prive ses détenus de quasi toute liberté. Elle les enferme dans un monde restreint par ses murs de béton et ses règles incroyablement strictes. Il est vrai que ce système peut fonctionner pour certains délinquants et criminels. Non, on fera Spider-Man dans la semaine, sûr. Demain ou après-demain. Et trouver la force de se préparer. C'était pas prévu la DZ Mafia. C'était pas prévu Spider-Man non plus. En France, Mohamed Amra, la environ mouche. un tiers des personnes qui sortent de prison y retournent moins d'1 an après. Et au bout de 5 ans, cette proportion monte à 2 tiers de récidive. Bah, c'est dingue ça. Forcément, si t'as été en prison, tu vas finir par y retourner. Il semble évident que le système carcéral montre de très grandes faiblesses à ce niveau-là. Quand Matteo est sorti de prison pour la dernière fois, sous contrôle judiciaire en décembre 2022, quelques mois avant les assassinats qu'il commettra à la Joliette, Oh, mais elle était dingue sa la mère fera vidéo. part de son étonnement. Je vais être franc, je ne sais pas trop pourquoi ils l'ont laissé sortir à ce moment-là, alors qu'il devait être encore jugé à Paris. Surtout que je pense qu'il avait besoin d'aide et voilà. Non, on l'a laissé sortir comme ça. Il est clair que Matteo montre des fragilités psychologiques. Un enfant qui est prêt à vendre de la drogue, à se battre, à agresser à Tu l'arme veux la blanche, drogue voire même à l'arme à feu, peut-on vraiment dire que c'est un enfant en bonne santé mentale? Sa mère pensait clairement qu'il avait besoin d'une aide supplémentaire, une aide psychologique. Mais en prison, les seules mains tendues que voit Matteo sont celles des autres détenus, et notamment celles de ce caïd de la DZ Mafia qui l'invitera à intégrer le clan marseillais et le fera définitivement devenir un assassin. Au début, la justice française a jugé bon de le condamner pour ses actes de délinquance, ce qui est totalement logique et compréhensible. Mais au-delà de ça, elle n'a rien fait pour l'aider à arrêter, le laissant sans aucune aide psychologique, sans aucun suivi de réinsertion. Et c'est là que l'on voit les limites d'une justice purement punitive. Au final, on a affaire à une stratégie du bâton et de la carotte, mais sans la carotte. Et quand on voit ce genre d'histoire mettre fin à des vies, détruire des familles et fracturer la société, un constat peut se faire. On aurait pu éviter ces drames. On aurait pu faire mieux. C'est toujours la même histoire. Eh oui, il est facile de refaire l'histoire avec des si. Mais le problème carcéral est toujours là, et aucune solution n'est mise en place aujourd'hui pour régler ce problème, si ce n'est durcir les conditions de détention des prisonniers. Il serait peut-être temps aujourd'hui de revoir ce système pour intégrer plus de politiques de justice réhabilitatrice, de justice restaurative. Des mesures qui mettraient l'emphase sur le travail et l'accomplissement des personnes condamnées, plutôt que des mesures répressives qui les privent totalement de leur liberté et de toute aide extérieure. Voilà, c'est toujours la même finalité. La vidéo était historique, elle était dingue. Hein. Franchement, j'ai passé 1 heure